Bonjour, bienvenue dans votre journal de la Méditerranée. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité dans le bassin méditerranéen. Nous nous intéresserons à la situation en Syrie, particulièrement à celle des réfugiés. Il serait 200 000 à avoir fui le pays. Quelques-uns sont arrivés en France, à Strasbourg. Nous avons pu recueillir leurs témoignages. Quitter son pays pour un autre, c'est également ce qu'ont fait ces jeunes majeurs. Entrer légalement sur le territoire français alors qu'ils étaient mineurs. Aujourd'hui, ils sont expulsables. À bord du Bel Espoir, ils font une pause. On les appelle les enfants volés du franquisme. Durant 40 ans, des bébés ont été enlevés dans des maternités espagnoles pour être vendus à des familles bourgeoises. Aujourd'hui, ils sont adultes et demandent réparation. Ils sont nos visages de la Méditerranée cette semaine. Mais pour commencer, un triste anniversaire en Corse. Il y a 20 ans, le 5 mai 1992, ce qui devait être une fête du football a viré au drame. Ce jour-là, au stade de Furiani, avant le coup d'envoi du match Bastia-Marseille, une tribune s'est effondrée, faisant 18 morts et des centaines de blessés. Pour leur rendre hommage, ce 5 mai, aucun match de football professionnel ou amateur ne sera joué en France. 5 mai 1992, demi-finale de la Coupe de France Bastia-Marseille. En à peine 15 jours, la tribune nord de 750 places a été rasée pour être remplacée par une construction métallique pouvant accueillir 10 000 personnes. Une tribune? Non, plutôt un échafaudage posé sur des bouts de bois ou des parpaings. En coulisses, on commence à craindre le pire. Le speaker s'adresse au public. Le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, le truc tombe. À 20h20, plus de 3000 personnes basculent dans le vide. Trop fragile, la structure métallique n'a pas résisté au poids, aux vibrations. 18 morts, plus de 2000 blessés. En Égypte, les violences ont repris au Caire cette semaine et auraient fait au moins 20 morts. À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, la tension politique se fait de plus en plus ressentir. Dans ce contexte, l'armée l'affirme, elle est prête à quitter le pouvoir dès la fin du mois. La tension est montée d'un cran cette semaine en Égypte. Des affrontements entre des manifestants favorables au retour des civils au pouvoir et des assaillants non identifiés ont fait 20 morts. Les deux camps ont échangé pendant des heures des jets de pierre et des cocktails Molotov. Des coups de feu ont également été entendus. Les manifestants étaient rassemblés depuis plusieurs jours pour demander le départ de l'armée au pouvoir depuis la chute d'Hosni Moubarak l'an dernier. Des violences qui ont amené deux des principaux candidats à suspendre la campagne présidentielle. Dans un signe d'apaisement, l'armée s'est dite de son côté prête à quitter le pouvoir dès le 24 mai en cas de victoire d'un des candidats dès le premier tour, sans attendre la fin juin comme initialement évoqué. La campagne se déroule dans un climat d'ouverture inédit pour une présidentielle en Égypte, après des décennies d'élections plébiscites largement boudées par les électeurs, faute d'enjeux réels. En Syrie, la ville d'Alep, deuxième ville du pays, est devenue cette semaine le théâtre d'une vive répression. Les forces du régime de Bachar al-Assad ont tué jeudi au moins 4 étudiants et en ont arrêté 200 autres. Une démonstration de force qui a déclenché des manifestations de solidarité dans plusieurs universités du pays. De son côté, l'armée annonce la mort de 22 militaires mercredi. La situation ne s'améliore pas en Syrie, loin de là. La journée de jeudi a été marquée par une brutale attaque des forces de sécurité contre la cité universitaire d'Alep dans le nord du pays. Un attentat qui a fait 4 morts parmi les étudiants. Mercredi, ce sont 21 membres de l'armée qui ont été tués dans des affrontements avec l'opposition. Il s'agit là du bilan le plus meurtrier pour les forces syriennes depuis la trêve instaurée il y a 3 semaines. Les violences se poursuivent en effet malgré le déploiement depuis le 16 avril des premiers observateurs de l'ONU chargés de surveiller l'application d'un cessez-le-feu entré en vigueur le 12 avril dans le cadre du plan de paix de l'émissaire international Kofi Annan. Par ailleurs, l'ONU a annoncé le refus par la Syrie d'accorder des visas à 3 observateurs internationaux. Selon des diplomates, le gouvernement syrien rechigne à laisser entrer des citoyens de pays occidentaux comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, hostiles au régime de Bachar al-Assad. Depuis le début de la contestation, plus de 11 100 personnes, en majorité des civils, ont péri dans les violences, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Nous venons de le voir, des dizaines de personnes continuent de mourir chaque jour en Syrie. Les observateurs des Nations Unies accusent aussi bien le régime que les opposants de violer la trêve. Reste que l'armée syrienne poursuit ses offensives. Des milliers de Syriens fuient le pays et se réfugient en Turquie, au Liban et en Jordanie. 3 familles sont arrivées en France, à Strasbourg. Elles racontent ce qu'elles ont vécu à Homs, un témoignage rare. Nous ne montrerons ni leur visage ni leur immeuble, pour leur propre sécurité et surtout celle de leur famille, encore en Syrie. Ils viennent de Homs, la ville martyre. Les bombardements de ces habitations, ils ne les ont pas vus à la télé, ils étaient sous les bombes. J'ai vu les gens mourir devant moi, les blessés. 5 membres de ma famille sont morts. Moi, je suis en sécurité maintenant. Mais ce qui compte, ce sont les gens là-bas. Lui est ingénieur en génie mécanique. Avec sa femme et sa fille, ils ont tout quitté. Leur famille, leurs amis, la vie suspendue à 2 valises. Avec eux, d'autres réfugiés, eux aussi de Homs. Ils racontent la même angoisse, s'enfuir ou mourir. Pour moi, c'était vital, parce que j'ai manifesté et j'étais actif. À chaque fois, j'avais peur d'être arrêté. Et quand j'ai quitté la Syrie, à chaque barrage, j'ai juste prié pour ne pas me faire prendre. Pour moi, c'est un miracle que j'ai réussi à m'échapper et quitter le pays. Ça fait 2 ans que mes filles ne sont pas allées à l'école. Elles se sont renfermées sur elles-mêmes. Il n'y a plus de lien social. Elles étaient tout le temps à la maison, très nerveuses. Elles sont psychologiquement très affaiblies. J'ai tout laissé. Ma maison a été détruite. J'avais 2 fonds de commerce, un salon de coiffure et un autre magasin de vêtements. Moi, je suis mécanicien. Ma vie professionnelle recommence à zéro. Tout recommence à zéro. La demande d'asile, le logement, ce sont les Syriens d'ici qui leur ont donné un coup de main. Ils se sont rencontrés aux manifestations en Alsace grâce à Internet. Une véritable bouée de sauvetage, leur seule arme aussi. Cheikh Moussali a lancé le mouvement strasbourgeois sur Facebook il y a 1 an maintenant avec 2 autres étudiants syriens. Ici ou ailleurs dans les autres villes, les Syriens à l'étranger, notre devoir c'est de soutenir les gens, qu'ils ont le courage, disons, de dire non en Syrie et de dire on veut la liberté. À côté de sa page Facebook officielle, il y en a une autre, clandestine celle-là. Faire la révolution à 4000 km de son pays exige de prendre quelques précautions, au moins pour les siens. Il ne les a pas vus depuis 2 ans et demi. Actuellement en Syrie, 24 observateurs de l'ONU sur les 300 qui doivent être déployés dans le pays ont commencé leur mission de surveillance. Un travail difficile qui peut avoir des conséquences. Un homme en aurait fait les frais. Il faisait partie de la mission de la Ligue arabe. Aujourd'hui, il recevrait des menaces de mort. Les séquelles de son agression ne sont pas spectaculaires, mais Anwar Malek est pourtant traumatisé. Après des dizaines de menaces en tout genre, ses agresseurs semblent être passés à l'acte. Il rend visite à un ami à l'hôpital Purpan quand un homme s'en prend à lui. Il m'a dit « Tu es un menteur, tu es un traître ». Je lui ai dit « Pourquoi ?» Alors, il a cogné sur moi, sur mon visage. Il m'a dit « Je te tuerai, je te tuerai ». Anwar Malek est un ancien observateur de la Ligue arabe en Syrie. Fin décembre, il se rend en mission à Homs. 15 jours plus tard seulement, il démissionne, dénonce un génocide et condamne le silence de la Ligue arabe. Depuis, menaces de mort, mails d'intimidation et piratage de son site internet s'enchaînent. Les menaces ont commencé au moment où j'ai démissionné de mon poste d'observateur. Depuis, les menaces ont continué. C'est pourquoi les choses sont liées avec ma mission d'observateur. Avant, je n'avais jamais eu de menace.
Pour Anouar Malek, ça ne fait donc aucun doute, ces attaques sont orchestrées par Damas. Ils veulent se venger. Il y a des extrémistes au service du régime de Damas partout dans le monde. Ils sont extrêmement dangereux. Et ils pensent que c'est ma faute si le dossier a été transféré aux Nations Unies. Anouar Malek a déposé plusieurs plaintes et souhaite une protection policière. Pour l'heure, sa demande n'a pas été entendue. Il envisage donc de quitter Toulouse. Les Français connaîtront dans quelques heures le nom du prochain président de la République. Mais ce dimanche 6 mai, on vote également en Grèce et en Italie. Et comme en France, les partis d'extrême droite devraient faire mieux que les années précédentes. Un peu comme si les sociétés complètement déboussolées par les plans d'austérité retrouvaient un vieux réflexe, celui du repli sur soi. C'est donc dans un contexte de crise que Grecs et Italiens sont appelés aux urnes. 8 millions d'Italiens sont appelés aux urnes ce week-end. Les électeurs sont invités à choisir leurs maires et leurs conseillers municipaux. Les candidats ont fait campagne dans un contexte bien particulier cette année compte tenu des mesures de rigueur prises par le gouvernement pour faire face à la crise économique. La crise, un sujet central également en Grèce où se tiennent ce week-end les élections législatives anticipées. À la tête d'un gouvernement de coalition auquel participent les deux grands partis du pays, le PASOK à gauche et la Nouvelle Démocratie à droite, Loukas Papademos a affirmé souhaiter que la Grèce choisisse la voie qui assure sa position dans l'Union européenne et la zone euro, car c'est bien de l'avenir de la Grèce dans l'Europe qu'il s'agit. L'issue du scrutin semble particulièrement incertaine dans un pays marqué par les programmes de rigueur qui se succèdent depuis 2 ans et demi. Les traditionnels défilés du 1er mai se sont multipliés un peu partout dans le bassin méditerranéen. En Italie, en Turquie, en Espagne, les travailleurs y ont vu une occasion d'interpeller leur gouvernement. En France, la fête internationale du travail coïncidait cette année avec l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Ce fut un 1er mai très politique en France. Élection présidentielle oblige. Comme le veut la tradition, les manifestations se sont multipliées comme ici à Nice. En tête des revendications, en ce jour de la fête du travail, l'emploi. La première revendication qu'on doit avoir, c'est que tous les travailleurs privés d'emploi aient un emploi. Sous le signe de l'austérité et sur fond de crise du modèle social européen, les traditionnels défilés ont marqué le 1er mai en Europe, comme ici en Italie ou encore en Espagne. Sur place, plus de 100 000 manifestants ont défilé dans 80 villes. Este 1er de mayo es una expresión. Ce 1er mai est comme dimanche dernier une journée de rébellion pacifique et démocratique pour dénoncer l'attaque du gouvernement contre les services publics, l'emploi, les droits sociaux et le travail dans notre pays qui va tout droit vers l'appauvrissement. Une journée particulière en Espagne, dans ce pays marqué par la crise, des coupes budgétaires sans précédent et une réforme du travail introduite par le gouvernement conservateur pour tenter de réduire un taux de chômage record. Et justement, en Espagne, les manifestations sont devenues quasi quotidiennes. Le pays est en récession, des mesures d'austérité ont été adoptées. Après des années de décentralisation, le pays est en train de recentraliser les compétences pour faire des économies. Le gouvernement et les régions doivent trouver 47 milliards d'euros. La santé et l'éducation sont les 2 premiers secteurs touchés. À Jerez de la Frontera, au sud de l'Espagne, pas un jour ne se passe sans une manifestation. Aujourd'hui, ce sont les chauffeurs de bus qui sont en colère. Et pour cause. Courage! Voilà 3 mois qu'ils n'ont pas été payés par la ville et ne comprennent pas pourquoi. Nous, on est un service public, c'est nécessaire pour la ville et on a bien droit à un salaire pour notre travail. Ça n'a rien à voir avec la crise. Ils sont 1600 employés municipaux à attendre ainsi leur paye. Mais c'est le cas aussi de ces aides aux personnes âgées. La société qui les embauche ne reçoit plus d'argent public. 5 mois qu'elles n'ont rien perçu et qu'elles se relaient dans un campement de fortune face à la mairie. Tu veux savoir comment je vis? Je me lève aux aurores pour travailler, je me rends sur les 4 sites où je bosse et je fais fonctionner mon cerveau dans tous les sens, toute la nuit et la journée, pour savoir où je vais trouver l'argent et qui va me payer. On vit mal, on n'arrive pas à finir les mois. Tu imagines comment on peut s'en sortir avec 5 mois sans salaire?
car cette ville de 200 000 habitants est tout simplement en cessation de paiement. Pendant le boom immobilier, elle a vendu des terrains à tour de bras, empochés de précieuses plus-values et taxes, et a pu s'offrir en échange un beau train de vie, mais le jackpot a cessé en 2008. Reres de la Frontera est aujourd'hui dos au mur. Elle accumule 950 millions d'euros de dettes. C'est 4 fois son budget annuel. Comme beaucoup d'autres villes en Espagne, elle a donc fait appel à l'État pour payer une partie de ses factures, moyennant de sévères contreparties. D'abord, dans le domaine de la santé. Ici, les retraités ne payent pas du tout leurs médicaments, mais cela va changer. Madrid a décidé qu'ils vont désormais en régler 10% et les actifs 60% au lieu de 40%. Est-ce que je paye? J'en sais rien. Non, en ce moment, vous ne payez rien. Vous voyez, je paye rien. Mais je n'ai pas une retraite très élevée, donc si par exemple, pour ce médicament, il me demande 2 €, ça fait jamais plaisir. Mais il faudra bien que je paye. Mal, ça me semble très mal, parce que mon père prend des médicaments qui sont très chers. Je vais devoir les payer. C'est presque 50 €. Autre secteur normalement géré par les régions mais repris en main par l'État, l'éducation. Le gouvernement demande aux professeurs de travailler 2 heures de plus par semaine, d'augmenter les effectifs par classe de 20% et les frais d'entrée à l'université passeront de 1 000 à 1 500 €. Si l'État impose ces règles aux régions autonomes, c'est parce qu'elles sont tout ou presque dans le rouge. La Castille ou les Baléares accusent entre 4 et 8% de déficit. Les rebelles catalanes, andalouses ou basques sont à peine mieux gérées. Seules 3 régions, dont Madrid, tiennent leur budget. Mais en s'attaquant à l'autonomie chère aux Espagnols depuis la chute de Franco, le gouvernement actuel prend le risque d'ajouter une crise politique à la crise économique. Et on reste en Espagne où se tenait le sommet mensuel de la Banque Centrale Européenne. Délocalisé à Barcelone, le Conseil des gouverneurs a annoncé sans surprise maintenir son taux directeur à 1%, un niveau historiquement bas. Le président de la BCE, Mario Draghi, a rappelé que même si la croissance devient aujourd'hui une priorité pour la zone euro, cela ne doit pas se faire au détriment de la discipline budgétaire. Il a donc appelé les responsables politiques européens à ne pas relâcher leurs efforts de redressement des finances. Prenons le large à présent à bord du Bel Espoir, un vieux gréement qui porte bien son nom. Depuis 1968, il embarque pour une mini-croisière des jeunes au parcours difficile. Cette fois-ci, à l'initiative de Réseau Éducation Sans Frontières, ce sont des jeunes sans-papiers. Arrivés en France légalement à 13 ans révolus, leur vie a basculé à leur majorité. Ils sont devenus expulsables du jour au lendemain. Certains d'entre eux préfèrent témoigner à visage caché. Ils ont embarqué à Sète le jour du grand rassemblement des vieux gréments. Occupés à admirer ces géants de la mer, ce jour-là, la foule était à des milles d'imaginer qu'à bord de ce 3-mâts, 8 jeunes majeurs sans papier s'apprêtaient à larguer les amarres. C'est pas une première fois qu'on monte sur un bateau, mais au moins on va vivre dans un bateau pendant ce temps. Nos joues des Mariam sont du voyage. L'histoire de ces deux sœurs est symbolique. Elles sont rentrées en France ensemble avec leur père à l'aube de leur adolescence. À 18 ans, Noujoud vient d'être régularisé. Mais il y a 2 ans, à sa majorité, la vie de l'aîné a basculé. À 18 ans, j'avais une vie normale, j'avais des amis, je sortais, je me baladais en ville avec eux. Et du jour au lendemain, j'ai reçu l'obligation de quitter le territoire français. Donc ça a tout changé parce que moi, sur le coup, je me sentais vraiment française. Parce que le fait de s'intégrer, avoir des amis français... J'avais de la peine pour elle parce qu'elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas circuler comme elle veut. Noujoud est arrivé du Maroc avant 13 ans. Et à 18, sa situation s'est naturellement régularisée. Sa sœur aînée, elle en avait déjà 14. 1 an de trop pour être automatiquement régularisée à sa majorité. Pour rester en France, un titre de séjour doit alors être demandé en préfecture. Et comme beaucoup de jeunes majeurs, Mariam ne l'a pas obtenu. Elle accepte de témoigner à visage découvert, son statut d'étudiant la protège. Les autres jeunes de l'équipage resteront masqués. Leur 18 ans a fait d'eux des sans-papiers. Ils risquent à tout instant d'être arrêtés et d'être expulsés. C'est arrivé à certains. C'est déjà arrivé à certains ici qui se sont retrouvés au centre de rétention à Sète. C'est ça leur vie. C'est ça leur vie. C'est pas juste. Cette goélette appartient au père Jawan. Depuis 68, son association emmène à son bord des jeunes en difficulté.
Ne pas étiqueter les gens, embrasser la diversité, c'est la devise de l'équipage. Et ce n'est pas un hasard s'il partage cette traversée avec des jeunes comme John, originaire du Gabon. Aujourd'hui, toi, t'as peur d'être éventuellement renvoyé au Gabon? Bah oui, ouais, c'est sûr, je me dis que je veux partir, je connais rien du Gabon. Bah, j'ai 22 ans et ça fait 12 ans que je suis ici et je veux dire, j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici et c'est ici que j'ai grandi finalement. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Allez, allez. Pour l'instant, c'est une expérience unique, donc on en profite, donc on met les voiles, on se met vraiment à fond. On prend beaucoup de plaisir, on rigole en même temps, on chante, c'est magnifique, quoi. On leur a demandé de participer surtout, à tous les niveaux, aussi bien à la vaisselle, au ménage, au changement de voile, tout ce que l'équipage avait besoin de faire. Ils sont tous montés dans la cabine pour apprendre à guider le navire. C'est-à-dire qu'on les a pris au sérieux, très au sérieux. Voilà. Ça, c'est compte. Oui. Oui, ça compte parce qu'ils existent comme ce qu'ils sont. Et je trouve qu'ils n'ont pas toujours cette occasion de se dire que oui, j'existe et je suis quelqu'un d'intéressant pour les autres. C'est la fin du voyage. 4 jours de mer, d'alternance de soleil et de mauvais temps. Pas tout à fait un voyage de tourisme, mais cette virée sur le vieux gréement, les jeunes matelots l'ont vécu à 1000 à l'heure. Ça change des idées, quoi. Ça change, quoi. Parce que si on reste à la maison, on dit bon, tout le monde cache à la maison, c'est pas bon comme ça. Parce que maintenant, tout le monde peur du policier, quoi. C'est la première fois qu'on fait quelque chose vraiment ensemble, sans penser à... hors du cadre des sans-papiers et tout ça, quoi. Et alors? Un bout de bonheur et une réalité sans les mauvaises choses là de d'habitude. Une parenthèse, avant de reprendre le cours de leur vie, une vie cachée qu'ils n'ont pas choisie. Nos visages de la Méditerranée sont espagnols cette semaine. Ce sont les enfants volés du franquisme. Des bébés enlevés pour être vendus. On estime à 300 000 le nombre potentiel de cas. Un vaste trafic organisé par des médecins et des religieuses. Aujourd'hui, les victimes sont adultes et ont décidé de porter plainte. Elles espèrent des suites judiciaires à cette affaire longtemps taboue en Espagne. C'est comme des points de suspension dont l'écomeurtri va parfois au-delà des générations. Anna et Célia cherchent des parents, des grands-parents, visages inconnus. Histoire comparable à celle de milliers de cas dans l'Espagne contemporaine. Antonio, ses images d'enfance, le temps heureux d'innocence, de l'amour. Lui aussi a été volé à Saragosse. Depuis cette découverte, ce commerçant a créé une association pour aider les victimes à mener l'enquête pour comprendre le mécanisme qui a conduit à tant de déchirures humaines. Tu es convaincu que tu es le fils biologique et au final, il s'avère que c'est faux. Mentalement, psychologiquement, c'est très dur. Tu te rends compte que tout au long de ta vie, tu étais dans le mensonge. Même si tes parents adoptifs t'ont bien traité, cela fut mon cas. Mais il n'y avait pas de sincérité et je crois que c'est la base. Dans les années 60, certaines régions d'Espagne affichent une mortalité infantile comparable à l'Afrique. Pour cause, les vols d'enfants sont réguliers. Entre les années de dictature et le début de la démocratie, 300 000 cas potentiels. Ce couple hispano-suisse cherche un enfant. Il y a 35 ans, leur fils naît à Barcelone. La maman se souvient encore de ses pleurs. Un médecin et une religieuse lui annoncent sa mort, mais aujourd'hui impossible de retrouver quoi que ce soit. Rien, pas un papier, une preuve de décès. Ici, il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux accuser personne parce que je n'ai aucune preuve, mais sûr qu'il y a quelque chose d'étrange. Nous continuerons à lutter, à chercher encore, pourvu que nous trouvions la vérité. Partout des blogs, des appels à l'aide, des retrouvailles dont la félicité dépendent d'une improbable chance. Les journalistes enquêtent, mais dans les institutions religieuses, le silence. Partout, les plaintes s'accumulent dans les tribunaux, les avocats cisèlent leurs dossiers. Les faits sont prescrits pour la plupart. Cependant, devant le nombre extraordinaire de cas, le gouvernement s'est engagé à aider les victimes. L'État pourrait assumer son rôle de prendre sous sa tutelle le respect des droits des personnes, et dans notre cas, il s'agit d'un droit fondamental, celui de l'intégrité personnelle et plus largement le droit à sa propre identité et à la connaissance de ses origines biologiques. Nous souhaitons une enquête administrative
avec la création d'une commission. L'association d'Antonio s'occupe de 2000 dossiers à ce jour. Autant d'histoires à reconstituer, de pulses d'effets, de quêtes de racines. Comprendre bien sûr, mais plus encore, retrouver l'équilibre dans la continuité des générations, de la souche au lendemain. Mais toujours le doute. Le fait que quelqu'un possède une partie de ton passé qui t'appartient si intimement, c'est de l'amertume. Ne serait-ce qu'au niveau de la santé. Imaginons que j'ai besoin, moi ou ma fille, d'une transplantation. Je ne sais pas comment faire. Bien sûr, je tuerai pour ça. Dans cette église de Barcelone, un registre officieux de baptême retrouvé est peut-être un début de piste. Très mince. Célia, la fille d'Anna, veut exploiter la moindre information. Une quête bien plus grande que pour sa mère. Un bruit dans les entrailles, un manque, une idée d'amour fraternel. Un point d'exclamation à la pensée de découvrir une famille jusque-là inconnue. Ma fille, elle veut vraiment savoir qui sont ses grands-parents biologiques. Pour moi, le plus important est ailleurs, comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi cet intérêt ? Parce que si ma mère fut réellement une enfant volée, ses parents ont dû mal vivre cette relation empêchée. Attention, mes grands-parents qui ont adopté ma mère furent très tendres. Mais en tant que petite fille, j'ai le droit de savoir si j'ai des grands-parents, des oncles, des cousins. On ne sait parfois du temps que les blessures, cet écho au miroir des soleils enfuis. Les enfants volés d'Espagne savent qu'il n'y a de chemin que marcher et chercher encore. Les vieux objets, Armand les aime. Il en a d'ailleurs fait son métier. Il a été brocanteur. Durant ses années de travail, il a conservé précieusement ses plus belles pièces avec l'idée d'en faire un musée. Le moment est venu, sauf que l'espace ne suffit pas. Pourtant, vous allez voir qu'Armand est un peu la mémoire de sa vallée. À Tende, c'est un peu la mémoire du village et même du canton. Bienvenue dans un gigantesque capharnaüm où le pittoresque côtoie l'insolite. Alors ça c'est pour affûter les couteaux, vous voyez, vous le mettez là-dedans, vous tournez, ça s'affûte. C'est une machine pour replacer les draps qui étaient dans l'hôtel national à Tende. Avec ça on le tournait, on le faisait taper dessus, les bogues éclataient, on prenait les châtaignes. 40 années déjà, qu'Armand remonte le temps. De ses voyages en noir et blanc, il amasse, il amoncelle, il accumule de petits morceaux d'histoire de sa vallée. Je me suis passionné pour la vallée de la Roya, parce que c'est la plus belle vallée qui existe. Et chaque fois que j'achetais des meubles, parce que j'étais brocanteur à l'origine, chaque fois que j'achetais des meubles et que je trouvais des beaux objets ou quoi, je les ai toujours gardés, je ne les ai pas vendus, en pensant qu'un jour je ferais un musée. Et 40 ans après, le musée commence à prendre forme. Des années de boulot pour présenter quelques-unes de ses plus belles pièces dans 80 mètres carrés. Le problème, c'est qu'Armand a entassé plus de 15 000 objets et plus de 10 000 documents. Il y a 4 étages. Malgré ses 70 ans, pas question de faire les choses à moitié. À partir des vieilles photos jaunies qu'il collectionne, Armand enquête. Je fais tous des albums comme ça, je vais chez les gens et je cherche les noms. Ben, l'intérêt c'est de garder les noms parce que d'ici quelques années, quand moi j'y serai plus et que les gens regarderont, ils diront « Ah, qui c'est celui-là? Ah, qui c'est celui-là ?» Non, là ils regardent, ils voient le premier à gauche, et ben, il s'appelle Pietri Martini. Des trésors qui parlent à toutes les familles de la vallée, comme ces souvenirs de 1947, quand Tende et la Brigue changent de drapeau tricolore de l'Italie vers la France. Mais derrière la petite exposition, il reste une multitude d'objets, de bibelots abandonnés à la poussière. Et qu'est-ce que ça va devenir? Voilà, ça m'empêche de dormir, je vous le dis franchement, ça m'empêche de dormir parce que c'est regrettable de savoir que je travaille comme ça et que peut-être on ne les verra jamais. En attendant de trouver un nouvel espace, le collectionneur de collections a ouvert depuis quelques jours son musée pour un voyage nostalgique de l'autre côté du miroir. Quel temps fera-t-il ce week-end sur le pourtour méditerranéen? Globalement, il n'y aura pas beaucoup de soleil. Quelques rayons tenteront de timides percées à Rome et aux Baléares. À Madrid, il faudra sortir les parapluies. Temps couvert à Rabat et à Tunis, où le thermomètre affichera 30 degrés. 30 degrés également à Jérusalem, 14 petits degrés à Paris, 21 à Istanbul, 26 du côté d'Athènes. Merci d'avoir été avec nous, que vous habitiez de ce côté-ci de la Méditerranée ou de l'autre côté. Au revoir, à la semaine prochaine.